Rebonjour à vous. Je représente cette fois le CHU de Nantes. Je remercie Sandra Mercier et Odile Boissoul-Tanguy qui encadrent ce travail. L'histoire, pour moi, dans ce travail, avait commencé avec une patiente vue à Nantes, Satine, qui est rentrée dans la maladie en présentant des chutes à 2 ans et demi, de plus en plus fréquentes. Et puis, à 3 ans, elle présentait des difficultés pour courir, pour monter les escaliers. Elle présentait un tremblement des mains qui avait été remarqué par les parents, d'allure distale, d'allure essentielle. À 5 ans et demi, elle commençait à présenter une limitation du périmètre de marche. L'IRM et le fond d'œil étaient normaux. Le EEG retrouvait des polypointes ondes diffuses, sans crise clinique toutefois. Et l'électroneuronuméogramme a mis en évidence une atteinte du motoneurone spinal. La recherche de variants pathogènes dans SMN1 est revenue négative. À 6 ans, elle se déplace déjà en fauteuil roulant pour l'extérieur. Et à 7 ans, la station debout est devenue franchement instable et elle présente également des difficultés de concentration croissantes. Deuxième histoire parallèle, vue à Paris par le professeur Boissoul-Tanguy. Une patiente qui a marché un petit peu tard, à 18 mois, puis qui a eu des troubles d'apprentissage depuis toujours, activité multidis, troubles d'attention, de coordination. Et à 6 ans, il est diagnostiqué chez elle une surdité de perception légère. Elle a été explorée pour ça sans retour, y compris par l'analyse d'un génome. À 7 ans, elle commence à présenter des chutes avec absence, puis de plus en plus des myoclonies. Et à l'EEG, il était retrouvé des crises atoniques avec absence atypique. Ça avait fait à l'époque évoquer un syndrome de 12 par les neuropédiatres. Elle présentait également des difficultés pour courir, sauter, monter les escaliers. Mais en fait, ces difficultés-là, elles étaient au second plan, derrière une épilepsie de plus en plus envahissante et pharmacorésistante. L'IRM cérébral et CPK était normal et l'électroneuroméogramme retrouvait également une atteinte de la corne antérieure. À 11 ans, elle présente un signe de Gowers à l'examen clinique et à 13 ans, elle se déplace en fauteuil roulant. La surdité a évolué également, elle est désormais sévère. Elle contre-indique l'appareillage d'une composante neuropathique à la surdité. Un syndrome frontal s'installe et elle perd progressivement en autonomie. À 14 ans, les myoclonies sont déclenchées au moindre mouvement. Elle fait des pneumopathies d'inhalation à répétition. À 15 ans, elle fait des états de mal épileptiques myocloniques hebdomadaires pharmacorésistants et elle est malheureusement décédée il y a quelques mois. Ces patientes-là, au cours de l'histoire de leur maladie, ont été diagnostiquées comme atteintes de SMA-PME. Il s'agit donc d'une pathologie neurodégénérative progressive qui débute dans l'enfance par une épilepsie myoclonique ou par une dégénérescence des motoneurones spinaux et qui entraîne le décès généralement au cours de l'adolescence, soit de complications respiratoires, soit de complications épileptiques. Les bases moléculaires de cette pathologie-là sont connues depuis 2012. Il s'agit de variants bialléliques dans le gène codant pour la céramidase acide. Elle est donc allélique de la maladie de Farber. La maladie de Farber, c'est une lipogranulomatose inflammatoire avec défaillance multiviscérale sévère, bien souvent dans la première année de vie. La céramidase acide, c'est une enzyme qui hydrolyse les céramides en sphingosides et acides gras. Les céramides sont un carrefour métabolique majeur qui ont à la fois un rôle structural dans les membranes plasmiques, notamment le système nerveux central, et puis un rôle de signalisation pour les voies de prolifération, différenciation, apoptose cellulaire. Et donc, les conséquences prévisibles du déficit en céramidase acide sont l'altération de ces nombreuses voies de signalisation associées à l'accumulation intralysosomiale de molécules complexes de céramides. Grâce à l'association de patients, ASAP for Children, nous avons pu remonter à 9 patients dans 5 familles différentes en France et aux États-Unis. J'ai complété ce travail par une grosse revue exhaustive de la littérature et il y a actuellement 35 patients dans 29 familles différentes qui sont publiés avec une forme SMA-PME classique. J'ai pris la liberté d'exclure plusieurs outliers. Et ajouté aux 9 patients de notre cohorte, le but était de dessiner une trajectoire statistique de l'évolution naturelle de cette maladie. Les données obtenues sont celles-là. L'histoire commence dans 2 tiers des cas par une faiblesse plutôt proximale aux membres. Dans un quart des cas par de l'épilepsie, myoclonique mais pas que, on le reverra.
Puis quelquefois, la maladie est découverte avec un mode de départ type de tremblement essentiel ou plus rarement de surdité. Au cours de l'évolution, bien sûr, la faiblesse et l'épilepsie sont les signes les plus prévalents, mais on a aussi la surdité dans 30% des cas de perception. Sur le plan paraclinique, l'IRM, les CPK sont normaux dans la plupart du temps. Le EEG est anormal dans 90% des cas, même sans crise clinique. Et l'électroneuromyogramme met en évidence une atteinte du motoneurone, parfois avant une faiblesse invalidante au quotidien. Ah oui, je ne vous ai pas dit, pour ceux pour qui le diagnostic était évoqué, le dosage de l'activité céramidase acide était abaissé dans tous les cas. Ça, c'est le phénotype épileptique. On voit que les premières crises qui révèlent la maladie sont myocloniques, mais aussi atoniques, des absences. Et puis, le type de crise se diversifie au fil de l'évolution et plus tardivement surviennent notamment des crises tonico-cloniques et d'autres types de crises. Le type de crise se diversifie, mais s'associe également avec une épilepsie qui devient de plus en plus polymorphe. Ça, c'est le gros du boulot. En fait, c'est un diagramme qui représente l'évolution naturelle de la maladie de façon statistique, avec pour chaque symptôme l'âge moyen, les quartiles, les médianes, les valeurs max. Et celui-ci représente un peu la même chose, mais plus visible pour moi. On obtient des premiers signes qui surviennent en moyenne à 5 ans et demi, la faiblesse musculaire à 6 ans et demi, les premiers signes d'épilepsie vers 8 ans et demi, les troubles cognitifs qui sont mis en évidence en moyenne vers 11 ans, les premières crises tonico-cloniques vers 13 ans, et elles marquent un tournant évolutif majeur dans cette pathologie. Puis à 14 ans, surviennent les troubles de déglutition, la régression cognitive, la perte de la marche, puis les états de mal myoclonique, l'alitement et le décès vers 17 ans en moyenne. Les diagnostics différentiels évoqués en fonction des portes d'entrée, encore une fois, étaient bien sûr la myotrophie spinale, mais aussi les autres causes d'épilepsie myoclonique, atonique ou absence atypique. Et puis, il y avait quand même quelques différences notables entre les résultats de notre cohorte et puis les autres séries décrites dans la littérature. Première chose, les troubles d'apprentissage qui étaient assez prévalents dans notre série et qui n'avaient pas vraiment été rapportés jusqu'à maintenant. On pense qu'en fait c'est au second plan, derrière un neurodéveloppement qui est initialement normal. Ensuite, on peut voir que les patients de notre cohorte rentrent plus par la porte de l'épilepsie que par la porte de la faiblesse. Et en fait, c'est une tendance qu'on retrouve aussi dans les complications et les causes de décès. Ce qu'on remarque, c'est que entre notre cohorte et les autres séries, il y a également un génotype prédominant qui diffère. Donc, on peut facilement émettre une corrélation génotype-phénotype en cause dans ces disparités. Si vous avez des questions, je vous en dirai plus. Il y a quand même une grande variabilité phénotypique et même s'il n'y a pas vraiment la preuve biologique aujourd'hui, je pense qu'il y a une corrélation entre la sévérité et l'activité enzymatique résiduelle. Là aussi, on a quand même des données qui permettent de le penser, avec des méthodes in vivo qui avaient été réalisées par une équipe lyonnaise. Ça nous ouvre vers le modèle d'un continuum phénotypique en fait, entre la maladie de Farber et la SMA-PME, qui sont cliniquement bien différentes, mais pour lesquelles de plus en plus de formes mixtes sont rapportées sous forme de case report aujourd'hui. Puis finalement, on pourrait imaginer une sorte de modèle à seuil entre ces deux pathologies, au-dessus duquel l'accumulation de céramides conduirait à une neurodégénérescence progressive à bas bruit, et au-dessus duquel il y aurait un seuil d'inflammation avec une activation du système monocyte macrophage qui serait responsable de la lymphogranulomatose de Farber. Je vous remercie pour votre attention.